On retrouve Sophie Delamotte. Bonjour Eric, bonjour à tous. Pour notre émission Hémicycle. Mais nous n'allons pas parler de l'actualité parlementaire dont il faut dire qu'elle est un peu évanescente. On va parler de l'actualité parlementaire future que nous allons faire. Exactement. Nous, toi et moi. Et l'association Restez Libre, puisque vous le savez, il y a un projet de loi de finances 2026 qui va être douloureux. Les abonnés du courrier auront lu la confidentielle que j'ai envoyée sur le contenu de ce que François Bayrou va révéler le 14 juillet, lorsque nous serons en vacances, au moment où plus personne ne se mobilisera. C'est une technique habituelle, non? Tout à fait. Il profite de l'endormissement, de la phase d'endormissement à la fois du Parlement, puisque en général c'est à ce moment-là que s'arrête la session extraordinaire, et l'endormissement général des Français qui, après une année pénible, n'ont qu'une hâte, c'est d'oublier tout sur des transats. Moi, je ne vais pas la ramener sur les avachis parce que ça énerve beaucoup les gens, mais une année pénible, le 14 juillet. Moi, je me souviens quand j'étais petit, on va venir au fond du sujet, mais en réalité, on est dans le fond du sujet. Quand j'étais petit, dans les années 90, je me souviens que, en fait, les gens arrêtaient, le pays commençait à s'endormir vers le 3 ou 4 août. Mais au mois de juillet, il y avait encore de l'activité. Et maintenant, en fait, le 4 juillet, c'est fini. Oui, t'exagères, le 10. Du 10 juillet au 16-17 août, il y a effectivement... 25 août, tu peux dire 25 août. Et donc, c'est hallucinant, parce que c'est vrai que, enfin, en tout cas, moi qui compare les années, je me dis, mais chaque année, il y a quelques jours de travail en moins. Donc, on va quand même dire que c'était une année épuisante. En tout cas, ce temps pas fait de Macron, il nous avait fait le coup sur le pass sanitaire qu'il avait annoncé le 12 juillet, je m'en souviens. Je fêtais mon 10e anniversaire de mariage dans le sud. Et c'était le 12 juillet qu'il a dit, bah maintenant, si vous voulez prendre un café, vous devez montrer votre Ausweis. Et Bayrou va nous faire la même chose. Bon, alors donc, abonnez-vous au courrier, et puis lisez la confidentielle du courrier, qui vous dit ce qu'il y aura, le contenu des annonces le 12 juillet, au 13 juillet peut-être, de Bayrou, puisqu'il ne va pas griller la priorité au président de la République. Au discours du président le 14 juillet. Donc il va foutre son truc sur la table le 13 et il va laisser Macron expliquer le 14. Bon, et on sait déjà ce qu'il y a dans le projet de loi, puisque en réalité, les termes du débat sont posés depuis longtemps, et les gens qui vont faire le projet de loi sont des gens qui sont là depuis 20 ans, 30 ans. Ça fait 20 ans, 30 ans qu'on les voit faire. Et qu'ils utilisent toujours les mêmes recettes. Il y a toujours un problème qui n'est allé qu'en s'aggravant, et là aujourd'hui, il leur faut 40 milliards, mais ils refusent de taper là où il faudrait taper, et c'est toujours la même solution, ça va être prendre encore sur les derniers qui créent de la richesse. Alors, ça va être prendre sur ceux qui sont les moins organisés et les plus dangereux, parce qu'en réalité, je vais aller plus loin que toi, c'est-à-dire que je pense que le gouvernement, plus le temps passe, plus la caste sent que le pouvoir lui échappe, et plus elle a besoin de resserrer les boulons et les vis, d'où, je vais encore agacer plein de gens, le discours interminable sur l'insécurité, sur la montée des incivilités, etc., qui n'est pas forcément fausse, mais enfin, on nous explique qu'il faut plus de répression, plus de peines de prison. Il n'y a jamais eu autant de prisonniers en France qu'aujourd'hui. On nous dit non, mais il en faut encore beaucoup plus avec et les juges, il faut... Il y en a qui proposent de créer 100 000 places de prison supplémentaires. Voilà, et donc, ça c'est gratuit évidemment, 100 000 places, c'est pas du tout une dépense nouvelle. Et on va le redire, moi ça me fait marrer, puisque je lisais encore la une du journal du dimanche ce matin, journal de Bolloré, qui a pesté contre la décision de l'Arcom de le bouter hors de la télé numérique, après les innombrables condamnations d'Hanouna pour non-respect du cahier des charges que Bolloré avait accepté en candidatant. Donc voilà un gars, Bolloré, qui avait accepté un cahier des charges qu'il a violé allègrement, et quand il a été sanctionné, il a dit « c'est dégueulasse, la justice est politique ».
Mais quand il s'agit des autres, il est pour que la justice soit très dure. C'est-à-dire qu'il trouve normal qu'un arabe soit sanctionné parce qu'il est arabe, mais lui, Bolloré, comme et Geoffroy le jeune, c'est ça, oui. il considère qu'ils ont tous les droits puisqu'ils sont français, y compris celui de ne pas respecter la loi. Et c'est là qu'on voit le caractère, de mon point de vue, très courte vue, de ces gens qui disent « vive la justice sévère », sauf quand elle s'applique à moi, parce que moi, je dois être au-dessus des lois. Je sais que ça t'agace que je dise ça. Non. Mais on a un problème aujourd'hui dans la cohérence intellectuelle de ceux qui s'opposent au macronisme et au mondialisme. C'est qu'en réalité, ils sont pour que les règles soient appliquées aux autres et pas à eux-mêmes. Non, c'est surtout qu'au fond, ils sont, pour moi, les collaborateurs objectifs du système, parce qu'au fond, ils ne veulent pas que les conditions changent vraiment. Ils veulent pas... Ils ont besoin des problèmes pour pouvoir justifier leur existence. Voilà. Le jour où il n'y a plus d'immigrés en France, Bolloré il disparaît. Et le JDD aussi, et Geoffroy Lejeune aussi, Charlotte Bidulette d'Ornelas aussi. Ils ont besoin d'immigrés pour exister. Bon, alors, cette parenthèse étant faite, amicale, je sais que ça va énerver plein de gens, mais j'ai fait une vidéo hier sur l'effondrement français qui arrive. J'ai été une fois de plus estomaqué par un certain nombre de commentaires. Je le redis, il y a 2% des gens qui commentent, 1% sont des commentaires malséants. Mais ça m'effraie de voir que des gens, j'ai notamment dit, il y a des petits entrepreneurs, on va en parler, qui sont en difficulté et qui sont et quand je cite le cas de la restauration, d'hôtellerie-restauration, plusieurs centaines de milliers d'emplois en France, plusieurs centaines de milliers d'entreprises. La France est le pays le plus visité du monde, donc on a besoin d'accueillir des touristes. Hier, j'ai découvert une adresse familiale, hôtellerie-restauration, dans un site magnifique, et le fils faisait le service. La maman en cuisine et... Mais ce qui est bien, sauf que il faut avoir un fils, et aujourd'hui, la restauration, voilà. En tout cas, c'est une situation difficile, l'hôtellerie-restauration, et je suis frappé de voir, qui répond au fait que la France tire encore un peu de revenus du fait qu'elle est le pays le plus visité du monde, et il y a plein de gens qui se prétendent français, patriotes, ennemis du mondialisme, et qui disent on s'en fout de l'hôtellerie et de la restauration, c'est pas grave s'ils ferment. Et on se dit, bel exemple de solidarité. Alors vous voulez quoi, que la France, ça devienne la Corée du Nord, là vous serez heureux. Enfin bon, tout ça n'a ni queue ni tête. Bon, on va parler. On sait, en tout cas, que les impôts vont augmenter pour les classes moyennes, et notamment pour les entrepreneurs. On sait que le prélèvement forfaitaire unique va être relevé. Ça a été abondamment discuté depuis des années et intensément depuis des mois. Donc ça va nous arriver. Surtout, j'ai envie de dire que la gauche, l'ensemble des partis de gauche est violemment contre depuis le vote de la mesure à la fin 2017. C'était dans le projet de loi de finances pour 2018. Et depuis ces années-là, ils s'en sont toujours pas remis, parce que pour eux, le prélèvement forfaitaire unique est déjà un cadeau donné aux riches. On croit rêver. Oui, parce mais que la notion de cadeau aux riches est quand même très particulière chez eux. C'est le principe, le capital doit être taxé comme le travail. Or, on a un problème aujourd'hui sur lequel on va se battre, c'est que dans le capital, on englobe des héritiers qui ont touché de grand-maman un portefeuille d'actions de 500 000 euros. Ce qu'on appelle communément des rentiers. Il y a des rentiers. Et puis il y a les dirigeants effectifs des entreprises. C'est le boulanger du coin, c'est l'artisan du coin, c'est le gars qui a créé sa petite entreprise de bidule, de machin, de ce qu'on veut, et qui travaille tous les jours dans son entreprise, qui fait plus d'heures que ses salariés, contrairement à une légende urbaine. Je prends l'exemple du boulanger du coin, rue de Belleville, qui est tunisien, et qui me dit, mais je supporte plus les Arabes, très souvent. Et donc ce gars-là, je le vois bien, il travaille 2 fois plus que ses salariés qui sont aux 35 heures. Ouais, parce qu'il y a le travail lui-même, c'est-à-dire dans le cas de ton boulanger, fabriquer du pain, et puis il y a tout le travail consacré à l'URSSAF,
aux relations avec le centre des impôts. C'est en moyenne entre 80 et 180 heures par mois en France pour un patron, s'il le fait tout seul. Voilà. En tout cas, il y a n'importe quelle boîte en France, n'importe quelle petite SAS a au moins 80 heures par mois. Et soyons clairs, autant une grosse boîte, s'il y a effectivement des personnes recrutées pour faire l'administratif, mais un boulanger, il ne va pas embaucher une secrétaire pour faire l'administratif à sa place. Nous sommes d'accord que les chiffres d'affaires ne permettent pas de le faire facilement, et même s'il doit embaucher quelqu'un, mais il faut quand même faire du chiffre d'affaires pour payer la personne. Non, il va d'abord embaucher quelqu'un pour tenir la boutique et justement créer du chiffre. Donc là-dessus, moi ma position, et on va dire comment on s'organise. Et nous avons réussi à être d'accord. Nous avons réussi à être d'accord. Ma position, c'est que entre l'héritier rentier qui achète des actions de la Société Générale, d'AXA, d'une action du CAC 40 et qui en tire des profits en laissant l'argent dormir et en ne participant pas directement à la vie de l'entreprise, et la vie du patron qui tous les jours se bat pour sa boîte, qui a souvent pas de fiche de paye à la fin du mois parce que il n'est pas salarié, il y a une différence de nature, et donc l'idée c'est quand même de dire que ceux qui au jour le jour prennent des risques pour faire vivre leur boîte, ils doivent bénéficier d'une disposition fiscale plus favorable. Une exonération en fait du régime général, parce que le fruit de leur travail n'est pas une rente, c'est que les revenus qu'ils tirent de leur entreprise, ce n'est pas du tout une rente, c'est souvent leur seule rémunération possible. Alors donc, ce qu'on va redire, puisqu'il y a plein de gens qui vont découvrir, c'est que donc, il y a plusieurs statuts d'entrepreneur. En réalité, le patron, j'ai fait des papiers sur le courrier pour expliquer les différents concepts de patron. Bernard Arnault n'est pas le même patron que moi, par exemple, que toi, n'est pas le même patron que le boulanger. Lisez l'article dans le courrier si vous voulez suivre le sujet. Mais un patron, le boulanger du coin, s'il a créé une SAS, c'est une société par action simplifiée, et pas une SARL, s'il a créé une SAS, il peut se salarier lui-même, mais il est taxé comme s'il était salarié, c'est-à-dire qu'il paye des cotisations patronales et des cotisations salariales pour se payer. Et c'est extraordinaire qu'un patron doive payer des cotisations patronales pour se payer. Bon. Et salarial en même temps. C'est schizophrénique d'ailleurs. Et donc ça veut dire qu'on double le salaire, hein, il faut le redire en France. Ouais. Le salaire net moyen en France est de 1 800 €, ça veut dire que le salaire moyen chargé est de 3 600 €. On vit bien avec 3 600, on vit nettement moins bien avec 1 800. Je vois plein de gens dire les salaires sont bas en France. Non, ils sont élevés. Le salaire moyen en France est de 3 600 €. Simplement, il y en a la moitié qui est piquée pour les retraites, les malades, les machins, les trucs. Et je comprends très bien qu'il y ait des systèmes d'assurance. Je suis pour l'obligation de s'assurer, on va y venir. Mais il faut savoir que le salaire moyen en France n'est pas un salaire bas, il est au contraire très élevé. Et que pour qu'un patron se paye 1 800 € net, bien, il doit sortir 3 600 € de son entreprise tous les mois, ce qui est colossal. Et là-dessus, moi, j'introduirais aussi la variable, on n'est pas sur une île en France. Il y a les autres pays de l'Union européenne, sans parler du reste du monde, mais en Allemagne, par exemple, le coût du travail est nettement moins élevé. Et donc, on part déjà avec un énorme boulet derrière nous. Et quand on veut, entre autres, exporter. Si ce patron, ce boulanger du coin, dit mais moi je ne peux pas me payer 3 600 € par mois, c'est pas possible, parce que je paye déjà des salariés, s'il dit mon entreprise a fait un petit bénéfice à la fin de l'année, je voudrais me le reverser sous forme de dividende, alors d'abord il doit payer l'impôt sur les sociétés, c'est en moyenne 25%, donc s'il a fait 100 000 € de bénéfices, chiffre théorique, il paye déjà 25 000 € d'impôts sur les sociétés. Donc il ne lui reste plus que 75. Il lui reste 75, et s'il se les verse sous forme de dividende, il perd 30%, c'est-à-dire encore 25 000 €. Et donc, à peu près 25 000 €. Et donc, il est taxé à 50% sur ses dividendes. En réalité, même si on dit que c'est 30%, la taxation finale, elle est de 50% environ. Donc,
moi, je pense que c'est une façon d'empêcher le boulanger du coin, le Tunisien du coin, qui est arrivé en France, qui se dit moi j'ai envie de bien gagner ma vie, de vivre comme un Français, un bon bourgeois français, et on lui dit si tu sors de ta condition, on te matraque. Mais je prends l'exemple du boulanger tunisien, je prends l'exemple d'Éric Verhaeghe, fils de maçon et de femme de ménage. Quand je dis, moi, j'ai plus envie d'être fonctionnaire parce que j'en ai marre d'être au milieu de gens qui me disaient, oui, ils me disaient ça dans l'administration. Ah non, mais si vous ne demandez pas de création de poste dans votre service l'an prochain, tout le monde va dire que vous foutez rien. Donc, par principe, il faut demander des créations de postes. Après, j'entends dire, les fonctionnaires travaillent beaucoup. Je les ai vus, moi, les fonctionnaires. L'an dernier, alors qu'on est en pleine crise budgétaire, l'an dernier, je crois qu'il y a eu 20 000 postes de fonctionnaires qui ont été créés en France. C'est la génération spontanée. Mais ils ont été créés pour la même raison. Si tu ne demandes pas de création de poste, on va penser que tu ne fous rien, on va te diminuer tes primes. Donc, j'en ai eu marre d'escroquer les gens. À un moment donné, je suis parti. Et j'ai créé ma boîte parce que je me suis dit, c'est bien de vivre de son propre travail. Simplement, je vois bien que dès qu'à un moment donné, tu n'es plus à terre en train de dire, s'il vous plaît, donnez-moi des subventions, le système te massacre en te disant tu n'imagines quand même pas que tu vas mieux gagner ta vie que tes collègues de promo de l'ENA qui sont à Bercy et qui ont la garantie de l'emploi, qui se font leurs 20 000 balles par mois à dire mais enfin nous savons, et puis vous les petites gens on vous écrase parce que vous êtes des abrutis. C'est ça que j'ai entendu chez mes camarades de l'ENA. Donc moi, ce qui me gêne, c'est qu'aujourd'hui, socialement, nous sommes assignés à nos origines et que dès que nous sortons de notre condition, le fisc se charge de raboter et de couper les têtes en disant pas de tête qui dépasse dans le système, soit tu es un enfant bien né et tu peux continuer à bien gagner ta vie avec des postes qui te sont réservés, soit tu as l'illusion de faire cavalier seul et là on va pas te rater et n'imagine surtout pas que tu vas mieux t'en sortir. Je me souviens moi de camarades de l'ENA qui me disaient, on parlait fiscalité justement à l'époque, et qui me disait, on parlait des restaurateurs, parce que finalement, c'est la catégorie la plus commune du petit entrepreneur qu'on croise dans les rues. Et il me disait, ah non, mais ces gens-là, qu'est-ce que tu crois, ils ont de l'argent caché. Donc ils ferment, leur restaurant ferme parce qu'ils n'ont pas assez de clients, le lendemain ils en rouvrent un autre avec l'argent qui sont cachés. Ça, c'est un fonctionnaire français qui perçoit le monde. Je me souviens d'une discussion surréaliste à l'Assemblée, avec un collègue de travail énarque, inspecteur des finances, conseiller Cour des comptes régional, et qui a fini par me dire « mais c'est mal de gagner de l'argent ». Il en faisait quelque chose de moral. Je vois qui c'est. Mais je trouve ça dramatique. C'est mal de gagner de l'argent par son propre travail. Si ça vient de l'impôt donné à des fonctionnaires pour faire de la paperasse, ils trouvent ça bien généralement. Ils trouvent ça noble. Mais ça veut dire le résultat ensuite, sur l'ensemble de la société et l'ensemble de l'économie, c'est un frein complet à l'innovation. Or, l'innovation, on en a besoin en tant qu'économie, on en a besoin pour survivre. L'innovation, c'est aussi dans la création d'entreprises nouvelles, c'est pas simplement au sein des entreprises. C'est les idées, il peut y en avoir partout, c'est sain et c'est bien de les soutenir. Alors, donc, pour revenir à notre proposition, donc on va vous expliquer après comment on s'organise. L'idée est de dire que l'idée est de donner du libre choix. C'est-à-dire que les entrepreneurs qui veulent se verser des dividendes taxés à 30% et bientôt plus, 33-34%, et ça va monter jusqu'à 38%. Ce qui est un reniement du premier mandat présidentiel. Puisqu'il avait l'objectif, c'était de descendre à 22%. J'ai l'impression que ça ne lui fait pas plaisir d'ailleurs qu'on renie, mais je ne suis pas sûr qu'il soit en position politique de l'empêcher. Ce qui est sûr, c'est que dans l'entourage de Bayrou, il y a plein de gens qui pensent qu'il faut augmenter la flat tax, comme on dit, le PFU. Donc moi, je pense que s'il y a des entrepreneurs qui trouvent ça bien, il faut qu'ils continuent et qu'ils puissent rester dans ce système. Ce que je dis en revanche, c'est que ceux qui, comme moi, préfèrent avoir un PFU qui est limité à l'impôt sur le revenu. Aujourd'hui, le PFU il est de 30%. Il est séparé en deux tranches. Une de 17,2%, qui sont les prélèvements sociaux,
qui sont donnés à fonds perdus, parce que si je me verse 100... Prélèvements sociaux, contribution sociale généralisée, contribution de solidarité, et la troisième... la CRDS. La CRDS, contribution au remboursement de la dette sociale, qu'on était censé avoir remboursé il y a déjà un certain temps. Mais comme elle se nourrit en permanence de... Alors donc, supposons que je me verse 10 000 euros de dividendes, je dois verser 1 720 euros pour le financement de la protection sociale au sens large. Alors, et c'est sans contrepartie, c'est-à-dire que autant si je me salarie en tant que patron et que je paye des cotisations assurance maladie, ça m'ouvre droit aux soins à l'hôpital, mais si je me verse un dividende de 10 000 euros, les 1 720 euros qui vont aller dans les prélèvements sociaux ne m'ouvrent aucun droit social, ni à la retraite, ni à la maladie. C'est donc de l'argent perdu purement et simplement. Oui, ce qui contrevient d'ailleurs au principe même de la taxation, c'est que normalement, on consent à verser quelque chose en échange d'un service attendu de la part de l'État. Et là, c'est l'arnaque de la CSG et des prélèvements sociaux en général, où on dit tout ce qui est revenu sur le capital doit financer la protection sociale, mais c'est sans contrepartie. Si je me verse 10 000 euros, donc il y en a 1 720 qui vont pour financer la machine, et puis il y en a 1 280 qui servent à payer l'impôt sur le revenu. Moi, ce que je dis, c'est que les entrepreneurs peuvent choisir de rester dans ce système que moi je crois être du racket, ou ils peuvent choisir un autre système qui est de ne verser que l'impôt sur le revenu, les 1 280 euros, et d'être exonérés du financement de la protection sociale. Mais dans ce cas-là, ils sortent de la protection sociale ouvertement et ils choisissent un statut de libéré de la sécurité sociale, avec pour eux obligation de s'assurer socialement en dehors des dispositifs monopolistiques d'État. Ça, c'est la proposition. Est-ce qu'on est d'accord sur cette idée ? Nous sommes entièrement d'accord. Alors, on va développer une action de lobbying, comme on dit, urbi et orbi. En bon français. D'influence, de couloir, parce qu'en réalité, le lobbying, c'est le couloir, l'action du couloir. Il se passe toujours plein de choses dans les couloirs. Et donc, l'idée est que on s'organise. Donc, on a besoin de deux choses. On a besoin de soutien, de militants, d'adhérents, parce que ça va se faire dans le cadre de l'association Restez Libre, qui va disposer dès demain matin d'un site internet qui sera restezlibre.fr, et on a besoin d'action, et donc de développer des thèmes et d'alliés pour le faire. Sophie est devenue, par une décision d'une assemblée générale la semaine dernière, déléguée générale de Restez Libre. Et j'en suis très fière. Alors, Madame la déléguée générale, quel est le plan d'action ? Alors, l'important, c'est de faire connaître ce projet et y faire adhérer le maximum de décideurs. Ça veut dire qu'il faut prendre son bâton de pèlerin et aller voir tous ceux qui peuvent justement aider à porter ce qui n'est pour l'instant qu'une idée, à faire traduire ça en fait en langage juridique, c'est-à-dire en proposition de loi, en amendant la loi actuelle, donc essentiellement revenir sur les dispositions du projet de loi de finances pour 2018, qui fixe, comme tu l'as dit, le prélèvement forfaitaire unique. Donc ça, c'est faire le tour de tous ceux qui aujourd'hui s'intéressent à la vie de l'entreprise dans le monde politique. Il n'y en a pas beaucoup pour l'instant, malheureusement. Il y a très peu d'entrepreneurs qui font de la politique. Voilà, donc c'est rare ceux qui, sans être eux-mêmes entrepreneurs, comprennent les logiques que nous vivons, nous, entrepreneurs. Surtout quand ils sont élus, donc entre autres députés, ils sont rémunérés par l'État, par le budget des assemblées, mais c'est le budget de l'État, et du coup, ils n'ont pas les mêmes soucis à la fois en fin de mois et au moment de la déclaration de revenus.
Ils ne se posent pas la question de leur protection sociale parce que pour le coup, elle fait partie... Ils sont avachis. Tout est fait pour eux, c'est tapis rouge. Ah bah ça c'est... D'ailleurs, de fait, il y a bientôt un an, le 7 juillet, le tapis rouge, le lendemain du 7 juillet, le tapis rouge était vraiment mis dans la cour d'honneur de l'Assemblée pour accueillir les nouveaux députés. C'est un spectacle assez impressionnant à voir. Donc voir ces gens-là, les convaincre, dialoguer, parce qu'il va falloir un petit peu argumenter et leur montrer l'intérêt pour le bien commun, parce que il y en a qui pourraient dire oui, mais ça c'est uniquement pour vos intérêts. Non, nous ce qu'on pense, c'est que c'est pour le bien de l'ensemble du pays. C'est que notre économie a besoin de création d'entreprises et a besoin d'avoir des chefs d'entreprise heureux. Et des chefs d'entreprise heureux, souvent c'est parce qu'ils gagnent bien leur vie et qu'ils ont un peu la récompense de leurs efforts quotidiens. Et c'est idiot, mais la meilleure récompense, souvent, c'est sous forme monétaire. C'est bizarre, hein, mais... C'est pour ça qu'on a inventé la monnaie. Voilà. C'est pour pouvoir choisir. C'est quand même ça qui motive le plus les individus. Et donc, les individus chefs d'entreprise, c'est cette manière-là qui se diront, bah, oui, ça valait la peine de consacrer autant d'heures, de sacrifier autant de choses, notamment dans la vie familiale, pour vivre mieux que n'ont vécu mes parents, mes grands-parents. Et ça, c'est pour le bien commun, c'est pour l'ensemble de l'économie française. Ensuite, il y a, au-delà des hommes politiques, parce que c'est quand même eux qui seront amenés à changer la loi, donc on est obligé de passer par eux. Mais il y a aussi tout ce qu'on va appeler les relais d'opinion dans le monde professionnel, donc les associations professionnelles, le MEDEF, mais voilà. Mais non, j'aime bien le MEDEF, c'est une blague. Mais bon, il y a aussi le MEDEF, c'est quand même très à gauche. Est-ce qu'il y a des entrepreneurs au MEDEF? Est-ce que tu as déjà croisé un entrepreneur au MEDEF? Dans les MEDEF régionaux, oui. Faut séparer le MEDEF national et les MEDEF régionaux. Dans les MEDEF régionaux, on rencontre des chefs d'entreprise. Est-ce qu'ils ont un poids? Bah, c'est la question, c'est qu'à partir du moment où ils sont reconnus, élus pour représenter leur père, peut-être qu'ils n'ont pas la même... Je ressorte un papier sur... Parce que, redisons-le, moi, tout le monde sait que le MEDEF et moi, c'est une histoire d'amour contrarié. Et c'est une blague. Mais je vais quand même ressortir mes papiers sur les subventions que le MEDEF touche chaque année du gouvernement, puisque, alors c'est des vieilles histoires, mais le MEDEF est indemnisé pour notamment administrer la sécurité sociale, administrer le paritarisme. Ça s'appelle le paritarisme. Voilà, et donc dans la pratique, c'est comme un système où l'État achète les partenaires sociaux, y compris le patronat. Mais je me rappelle qu'en 2017 ou 2019 ou 2020, Geoffroy Roux de Bézieux a renoncé à la rémunération, une partie de la rémunération versée par l'État pour administrer le paritarisme. Je pense qu'il avait renoncé à la rémunération de l'UNEDIC, qui elle doit continuer à financer. Ouais. Mais il y a une taxe sur les salaires qui permet d'abonder un fonds qui finance à la fois les syndicats de salariés et les syndicats patronaux. Et ces fonds sont inscrits dans les comptes. Il faut regarder les subventions que touchent tu es critique sur le MEDEF. Moi, je voudrais mettre un bémol. Moi, je sais que j'ai passé 5 ans dans la sphère MEDEF. Et j'ai rencontré des gens passionnants et j'ai eu des débats avec des gens intelligents. Je venais de l'Assemblée à ce moment-là et ça m'a fait du bien. Voilà. Enfin, je préfère que les gens qui défendent notre projet adhèrent à Rester Libre plutôt qu'ils se disent comme je suis au MEDEF. Je suis bien défendu au MEDEF. Clairement, le MEDEF ne défendra pas une position comme celle-ci. Voilà. Nous sommes d'accord. Voilà. Mais bon, il n'y a pas que le MEDEF, heureusement, dans les associations professionnelles. Le MEDEF est quand même dominé par les managers, pas par les fondateurs d'entreprises en nom propre. Pour très vite. Oui, mais il y a des personnalités comme Pierre Gattaz, qui a présidé le MEDEF, qui est à la tête de son entreprise familiale,
et qui a récemment pris la parole pour rappeler que, pour s'alerter du fait que l'ascenseur social était en panne. Et j'ai trouvé une certaine convergence avec... Alors, pour deux raisons. C'est que d'abord, Pierre Gattaz, il a été président du MEDEF. Il a succédé à Laurence Parisot, qui était comme une femme du système. Pierre Gattaz, il vient d'une entreprise familiale quand même à la base. Radial, qui lui a donné une indépendance. Et il a été président d'un MEDEF qu'il qualifie lui-même MEDEF de combat sous François Hollande, qui ne lui a pas fait beaucoup de cadeaux à l'époque. Et par ailleurs, Pierre Gattaz a un goût personnel pour la fondation d'entreprise. Et il a repris un vignoble. Donc, le gars, c'est un entrepreneur, c'est pas un bourgeois parisien qui sort d'HEC et qui dit ben voilà, je prends un poste de manager et je veux mon salaire, mes primes et surtout pas de risque. Et il s'engage justement dans la sphère sociale pour justement les créateurs d'entreprises, pour l'innovation et les créateurs d'entreprises. Donc ça, c'est quelqu'un qu'il faut absolument rencontrer. Et puis l'autre biais d'accent, ça va être se faire connaître par la presse, et notamment la presse économique. Donc j'ai pensé à une stratégie éditoriale sur ce plan-là. Qu'on pourra aussi retrouver sur le site Restez Libre ou pas. Donc restezlibre.fr. Il faudra adhérer au mouvement. Ceux qui veulent soutenir le mouvement, il faut que vous aidiez financièrement l'opération parce qu'elle va vous rapporter de l'argent. C'est normal que vous contribuiez à une opération qui peut vous rapporter de l'argent. Moi, je vais dire au fond de ma pensée sur ce sujet. D'abord, c'est que je pense que, de toute façon, la France ne pourra pas s'en sortir sans reconnaître l'importance des gens qui font la croissance au jour le jour. Disons-le, l'essentiel des emplois en France, il est créé dans les PME et particulièrement dans les très petites entreprises. Et ce sont les patrons de ces entreprises-là qu'on vise. On ne pourra pas se relever de la curée si on ne soutient pas ça, et on ne pourra pas éternellement dire on va redevenir un pays prospère en créant des postes de fonctionnaires. Ça n'a pas de sens. Non, mais parce qu'en fait, il faut sortir de la logique du partage de la richesse existante, qui est quand même de plus en plus contrainte. Il faut au contraire créer de la valeur. C'est l'expansion qui est le seul moyen de permettre à ce pays de s'en sortir, et de s'en sortir notamment budgétairement, de revenir à l'équilibre. Quand on voit ce que fait l'Italie ou ce qu'a fait l'Argentine, il faut libérer la création de valeur et donc permettre justement à des gens qui ont des idées géniales, qui peuvent justement créer de l'activité, il faut leur permettre de réaliser ça. Et oui, je vais dire un gros mot, leur permettre de s'enrichir. Parce que c'est pour le bien commun. Donc moi je pense qu'il faut des gens, des têtes brûlées comme nous, pour porter ce discours et pour mettre le sujet sur la table. Et je n'ai pas de doute sur le fait qu'on arrivera à faire passer l'idée qu'un dirigeant effectif d'entreprise n'est pas un patron rentier. Et deux, il faut aujourd'hui semer pour l'avenir. Et tôt ou tard, je sais que les patrons qui nous regardent, hier j'ai fait ma vidéo sur l'effondrement français, j'ai vu que plein de patrons réagissaient. Dans les patrons qui nous regardent, vous savez bien que vous êtes faible consommateur de sécurité sociale. Et vous savez bien que quand vous pensez vous verser des dividendes, vous vous dites « gloups ». Je regarde tout ce qui part et tout ce que je n'aurai pas. Et que c'est disproportionné. Je ne dis pas que l'impôt par principe est mal, je dis que l'impôt il sert à payer des services publics. Et qu'il n'y a rien de plus rageant que de payer beaucoup plus d'impôts que les services publics qu'on nous donne en contrepartie. Ça, c'est insupportable. Et moi, ce que je trouve ahurissant, c'est que tout le monde en France se dit qu'il y a de moins en moins de services publics, mais pourtant les budgets augmentent chaque année. Et parce que les impôts augmentent chaque année, parce que les budgets augmentent chaque année. Et malgré ces augmentations budgétaires, c'est la gabegie. Et la gabegie, elle ne vient pas du fait qu'on coupe les budgets, je le redis, on les augmente. La gabegie, elle vient du fait qu'à un moment donné, la notion d'intérêt général, elle s'est perdue, et que les gens se disent, j'ai une rente, j'en profite. Oui, c'est l'allocation budgétaire aujourd'hui. J'ai quand même suivi pas mal de projets de loi de finances.
on marche sur la tête. C'est le cas, par exemple, des agences de l'État. On sait qu'il y a une source d'économie. On sait qu'on pourrait en supprimer un certain nombre. Et franchement, ça marcherait beaucoup mieux sans elles. Je pense à l'ADEME, je pense... Alors, il y en a plein. Alors, c'était cité d'ailleurs dans les Échos ce matin. L'IFRAP a fait un document qui n'est pas en accès libre, mais qui dit une idée, supprimer l'AFPA, qui est l'association pour la formation professionnelle. Et de fait, l'AFPA, aujourd'hui, est une verrue, c'est-à-dire que c'est un système qui coûte très cher et qui, en réalité, quand on se forme aujourd'hui dans la formation professionnelle, on utilise très rarement l'AFPA. Et donc, l'AFPA est un gouffre financier. Mais attends, moi j'ai été président de l'APEC. L'APEC, je peux le dire maintenant, c'est un scandale, parce que l'APEC, c'est une agence de placement pour les cadres qui, objectivement, n'a aucune plus-value. L'APEC a servi pendant des années à recruter les copains ou les femmes des copains. J'ai jamais eu recours au service de l'APEC. Et pourtant, chaque cadre est obligé de payer 40 € par mois. À l'époque, c'était 40 € pour l'APEC. Et il y avait des tas d'acteurs sur le marché qui n'étaient pas subventionnés, qui faisaient mieux que l'APEC pour le placement des cadres. Donc ça fait partie de ces sujets totalement ahurissants. Alors l'APEC n'est pas une agence d'État, mais elle est quand même financée par une cotisation obligatoire. Mais dans les agences d'État, l'AFPA en fait partie. Pôle emploi, maintenant c'est France Travail. France Travail. Ça aussi c'est une aberration. Voilà. Alors, à une époque où il suffirait de verser un chèque, une allocation pour chaque chômeur en lui disant tu te débrouilles pour te former, on explique, mais non, vous allez avoir des conseillers qui vont vous expliquer. Alors moi, quand il s'agit surtout de contrôler que l'argent n'est pas versé à tort. Voilà. On devient des suspects. Sauf que personne ne sait ce que c'est que verser l'argent à tort. C'est un contrat d'assurance. C'est prétendument un contrat d'assurance. Donc à un moment donné, tu es au chômage, tu as droit à ton t'as payé. Bon. Bref, c'est un autre sujet. En tout cas, il y a plein d'agences. Rien que l'ADEME, on sait qu'on pourrait récupérer 4 milliards si on supprimait l'ADEME. Donc, alors moi, je pense surtout qu'en supprimant l'ADEME, puisque j'ai un député que j'aimais bien, qui n'a pas été réélu, qui était Dumont de Calais. Nord, oui. Non, il était à Boulogne. Oui. Et qui me disait, mais il y avait un projet d'installation d'une usine dans ma circonscription, et c'est l'ADEME qui s'y opposait. Donc, je pense que, surtout, le rôle de l'ADEME, c'est d'empêcher que le pays se réindustrialise. Et donc, si on le supprime, ça va peut-être vous créer des emplois. Bref, tout ça pour vous dire, soutenez-nous. L'idée n'est pas de dire « Ah, on en a marre de payer des impôts ». L'idée est de dire que les gens qui passent des semaines de 100 heures, des années de 51 semaines, parfois 52 même, au boulot, qui sont accablés d'impôts, ils sont taxés à plus de 50% dès qu'ils se versent la moindre somme, ces gens-là, c'est eux qui font l'emploi, c'est eux qui font la croissance, c'est eux qui font l'innovation. Il faut les soutenir au lieu de les matraquer. Et c'est pas vrai qu'ils doivent être taxés comme des salariés, parce que le salarié, il a des protections, il a la garantie d'un salaire, il a justement un CDI, l'assurance chômage. L'assurance chômage, le patron fondateur de son entreprise, dirigeant effectif, lui, il n'a pas de parachute ni ventral ni dorsal, il n'a aucune protection, il n'a aucune limite de durée du travail, il n'a aucune forme en bout de course de prise en compte de ses risques psychosociaux, de son épuisement, etc. Et je le redis, n'importe quel entrepreneur qui crée sa boîte, si de toute façon il ne fait pas des semaines de 100 heures, sa boîte ne peut pas exister, ne peut pas continuer, parce que pour faire vivre une entreprise en France, il faut travailler comme une bête. Voilà. Et donc ces gens-là, encourageons-les, aidons les gens des quartiers qui se disent « mais moi je ne trouve pas de boulot », à pouvoir créer leur propre boîte et à pouvoir vivre décemment de leur propre boîte. C'est ça l'enjeu, c'est un enjeu d'égalité des chances, un enjeu de renouvellement des élites, et c'est un enjeu d'intérêt général parce que c'est la croissance du pays, la prospérité du pays qui en dépend. Oui, c'est débloquer l'ascenseur social. C'est un bel enjeu que tout le monde devrait partager. On vous retrouve sur restetlibre.fr à partir de ce mercredi, parce qu'on est en train de faire le site. Soyez indulgents, le site il va s'améliorer petit à petit, on repart de zéro. Rejoignez-nous, soutenez-nous, et surtout si vous êtes dirigeant effectif d'une entreprise, envoyez-nous le minimum que vous pouvez faire, c'est-à-dire une cotisation d'adhésion au mouvement, et on vous tiendra informé de nos démarches.
Madame la déléguée générale, Monsieur le Président, je suis très heureux que tu aies accepté cette mission parce que, voilà, il faut se bouger. Je le redis aux entrepreneurs, personne ne vous fera de cadeau. Hein. Et si vous ne vous prenez pas vous-même en main, ils vous boufferont tout cru parce que vous êtes moins organisé que les autres et donc vous êtes beaucoup plus vulnérable et beaucoup plus facile à matraquer. L'histoire du RSI le montre, que les gens qui ont derrière eux la CFDT, la CGT, le SNES, le syndicat Alliance, etc. Donc c'est indispensable de vous organiser. Sophie a parlé du MEDEF. Le MEDEF, c'est un syndicat de managers. Le MEDEF n'a aucune revendication sur le statut des patrons, des dirigeants effectifs. Alors, la CPME, sans doute un peu plus, on en parlera. Mais globalement, aujourd'hui, les dirigeants effectifs d'entreprises, fondateurs d'entreprises, ne sont pas défendus, ne sont pas organisés. Ils n'ont pas de voix pour défendre leurs intérêts, alors qu'ils sont la force vive du pays. À bientôt. À très bientôt.